Voilà, donc la mise en place des trocars. Donc là, c'est un patient qui va être pseudophaque. Donc là, on est en deux voies. Donc on peut faire un petit décalage de la conjonctive au début pour pouvoir insérer le trocar. Après, on peut ou y aller tout droit ou tunneliser. Ça dépend, il y a les deux possibilités. Ce qui peut être pas mal, c'est de prendre une pince pour regarder le reflet à l'intérieur et deviner l'infusion pour vérifier qu'elle est bien. C'est une petite chose qui peut aider au début. Et surtout, avant de mettre l'infusion, il faut bien faire la purge pour éviter de mettre dès le début des bulles d'air à l'intérieur de la cavité yttrienne. Donc, il faut attendre un petit peu. Et on met donc ensuite son... Tu ne peux pas arrêter ton infusion avant de la mettre. Pourquoi ? Si tu arrêtes. Là, c'était en train de pisser quand tu as... Quand tu l'as entrée, elle était en train de donner. D'accord. Ça veut dire que si tu es sous la choroïde, tu fais un décollement choroïde. Oui, mais avant, j'ai juste vérifié que j'étais pas dessous avec la petite pince. Voilà, donc là j'ai mis les deux en supérieur. Chez un patient pseudophaque, on aurait pu mettre l'infusion en inférieur, mais enfin, comme dans ce cas-là. Mais chez un patient qui va être phaque, c'est plus compliqué après pour dégager l'infusion avec le vitréotome. Voilà. Donc des fois, au début, on fait partir l'infusion, elle se décroche et on va essayer de la remettre comme ça, spontanément. On se rend compte que c'est pas forcément la bonne solution, parce qu'on a un œil qui est hypotone, c'est compliqué, etc. C'est les premières vidéos. Hein. Donc, voilà. Donc, on trouve pas le trou effectivement. Donc, le plus simple, c'est de remettre l'infusion sur le trocar contralatéral pour regonfler un petit peu le globe. Comment ? Oui, voilà, c'est ça. Et donc là, on a un globe qui va être un peu plus tonique, qui nous permet de remettre le trocar en place. Donc, voilà. Et on peut mettre l'infusion au bon endroit. Et donc la deuxième partie, ça concernait la lampe à fente, donc qu'on a déjà bien abordé, donc avec le triple avantage qu'elle a, d'une part de libérer une main pour indenter ou pour tenir directement le verre et avoir un geste qui est bien coordonné pour avoir une vision qui est très précise du relief et se déplacer vraiment dans toutes les parties de la rétine pour explorer partie par partie de façon très précise les choses, que ce soit en temporale ou dans la région nasale au cours de la chirurgie. Alors moi je la fais beaucoup bouger la lampe pendant la chirurgie. Vous disiez que vous voulez la laisser plutôt fixe. Par exemple, quand je vais être dans la région nasale, je vais avoir tendance à la tourner de façon opposée pour vraiment bien éclairer la rétine que je vais vouloir opérer. Tu fais ça aussi à ta lampe à fente de consultation. Oui, voilà, c'est ça. Et quand je vais vouloir aller dans l'autre secteur, quand je vais arriver en inférieur, voilà, là je vais être limité pour l'angle temporal, donc je vais la retourner à 90 degrés. Puisque ta caméra est fixe. Voilà. Ça, on voit mieux. Et donc la dernière vidéo, c'était pour montrer l'intérêt optique de la lampe à fente pour vraiment avoir une bonne vision de l'interface vitréo-rétinienne, notamment lorsqu'on zoomait bien, pour pouvoir voir vraiment toutes les déhiscences. Voilà. C'est en transéquateur en fait. Voilà, c'est à peu près tout ce que je vais vous dire. Merci.